Bienvenue dans l'Œil au Clébard, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie, et je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec le laboratoire TVM, une marque du groupe Dome Pharma, engagée depuis plus de 40 ans dans le développement de produits d'ophtalmologie vétérinaire. Nous les remercions pour leur soutien logistique et la totale liberté de contenu qu'ils nous ont offert. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer Sophie Cognard qui est vétérinaire dans Côte d'Or. Elle a été diplômée de Lyon en 98, elle a ensuite enchaîné sur un CES d'ophtalmologie à Toulouse. Donc ça fait plus de 20 ans qu'elle pratique en ophtalmologie référée exclusive dans sa clinique. Et aujourd'hui elle va nous parler du glaucome chez les animaux, chez nos animaux. Donc bonjour Sophie. Bonjour. Donc toi, déjà, moi, ma question que je pose à chaque intervenant dans ce podcast, l'Œil au Clébard, c'est pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de faire de l'ophtalmologie en particulier? Question intéressante. J'ai décidé de faire de l'ophtalmo parce que j'ai suivi mon maître à penser, un vétérinaire grenoblois, le docteur Rigolier, pour la beauté de son geste. Et puis, à l'époque, c'était le premier, ou en tout cas un des premiers qui opérait les cataractes chez les animaux. Et quand on est jeune véto et qu'on voit arriver un chien qui ne voit pas et qui repart le soir et qui voit, je me suis dit, ça, c'est un métier génial. Et donc, je me suis intéressée plus particulièrement à l'ophtalmo à partir de ce moment-là. Donc du coup, pour toi, c'est vraiment une vocation et au quotidien, en fait, c'est quelque chose que tu vas pratiquer donc toute la journée. Tu fais des opérations? Comment ça se passe? Oui, oui, moi je ne fais que de l'ophtalmologie. On est 2 dans mon service et au sein d'une grosse structure multidisciplinaire. Et oui, oui, la journée s'articule, on a une partie de chirurgie, après une demi-journée ou 3/4 de journée, et puis une partie de consultation, où on fait de l'ophtalmologie qu'on dit médicale, c'est-à-dire on soigne des maladies qui ne relèvent pas de chirurgie, ou on fait des suivis de chirurgie, ou on pose des indications de chirurgie. Donc aujourd'hui, le thème, c'est le glaucome. Pour les propriétaires qui peuvent nous écouter, qu'est-ce que c'est le glaucome, en fait? Alors, vaste débat, vaste sujet qu'on va essayer de simplifier. Au risque de ne pas aller directement au sujet que vous attendez peut-être tous, le glaucome, la définition, c'est une neuropathie optique. Alors, une neuropathie optique, c'est un nom un peu barbare, mais ça veut simplement dire que c'est une maladie qui aboutit à la destruction de certaines cellules nerveuses, des cellules qu'on appelle des cellules ganglionnaires qui sont dans la rétine, et notamment dans une partie de la rétine qui s'appelle la rétine interne, la partie qui est la plus à l'intérieur de l'œil. Ces cellules ganglionnaires, c'est pas les cellules qui réceptionnent la lumière. Les cellules qui réceptionnent la lumière, elles s'appellent les photorécepteurs. Mais les cellules qui sont abîmées dans le glaucome, c'est les cellules qui préparent et qui transmettent l'information vers le nerf optique et vers le cerveau. Ces cellules, elles sont abîmées ou carrément détruites par des modifications de la pression à l'intérieur de l'œil. Mais chaque individu, que ce soit les chiens ou les humains, chaque individu est sensible différemment à ces modifications de pression. Pour certains individus, un pic de pression, un pic pressionnel est fatal et les cellules sont mortes. Et puis d'autres, c'est plus des modifications de pression chroniques qui aboutissent à la destruction de ces cellules. En fait, pour simplifier, chez les animaux, le glaucome, c'est une pathologie d'augmentation de la pression intraoculaire. La pression intraoculaire, c'est la quantité d'humeur aqueuse, la quantité d'eau qui est dans l'œil. Quand la pression augmente dans l'œil, et notamment dans le devant de l'œil, cette pression se répercute ensuite vers l'arrière de l'œil, et c'est ça qui détruit la rétine, le fameux nerf optique. Alors pourquoi la pression augmente? Normalement, chez les animaux, chez l'homme, il y a un équilibre entre la quantité d'eau, la quantité d'humeur aqueuse qui rentre dans l'œil et la quantité d'humeur aqueuse qui en sort. Et puis dans certains cas, dans certaines situations, eh bien, il n'y a pas assez d'eau qui sort de l'œil. Et donc la pression augmente. Et c'est ça qui aboutit à notre glaucome. Là, tu nous as présenté les différents aspects en fait du glaucome, donc chez l'animal et aussi donc chez l'homme et les points de corrélation. Est-ce que du coup le glaucome chez l'animal, c'est le même que celui de chez l'homme? Alors en fait, on se pose tous la même question parce qu'effectivement, chez l'homme, on entend parler de glaucome à pression normale. Si on parle de la définition, la neuropathie optique, ça veut dire que ce soit chez l'homme ou chez l'animal, le glaucome, c'est la destruction de ces fameuses cellules, de ces parties de la rétine qui ne fonctionnent plus. Alors chez l'homme, le glaucome est objectivé par des examens spécifiques.
notamment un qui s'appelle le champ visuel. On demande aux gens de dire s'ils voient des zones qui s'allument ou pas sur une image qu'on leur montre. Et ça, bien sûr, on ne peut pas le faire chez l'animal. Il y a un autre examen chez l'homme qui s'appelle l'OCT. On mesure l'épaisseur de certaines couches de rétine. Ça nécessite chez l'animal une anesthésie générale et donc on n'y a pas accès facilement. Donc chez l'homme, on fait des examens qui sont spécifiques et chez l'animal, on a plutôt accès à la mesure de la pression intraoculaire. Et donc c'est la différence qu'il y a entre le glaucome de l'homme et le glaucome de l'animal, c'est les examens qui permettent d'objectiver la destruction de ces fameuses cellules qui ne fonctionnent pas. Mais est-ce que ça veut dire aussi que si on avait accès plus facilement à ces examens, chez l'animal, on pourrait peut-être détecter les glaucomes à des stades plus précoces que les stades auxquels on les découvre? Puisqu'en général, quand nous, ophtalmos, on découvre les glaucomes chez l'animal, c'est souvent des crises suraiguës, en fait. Oui, alors effectivement, notre grande frustration, c'est que comme le mécanisme est exactement le même, c'est-à-dire les cellules souffrent et puis, par exemple, sur le nerf optique, il y a des vaisseaux sanguins qui souffrent quand la pression augmente. Si on savait chez l'animal, objectiver de façon plus précoce ou, détecter des diminutions de la vision ou des diminutions de certaines parties du champ visuel de façon précoce, on aurait bien sûr accès de façon plus efficace, à tout ce qui en découle, c'est-à-dire au traitement, et puis à la prévention. Et puis surtout avec le pronostic qui serait différent. Mais malheureusement pour ça, il faudrait que les animaux soient capables de nous communiquer des pertes de champ visuel. C'est ça. Pour toi et surtout pour les auditeurs qui nous écoutent, pour un propriétaire, c'est quoi le signe d'appel, en fait, d'un glaucome? On a parlé des baisses de vision, voire d'une cécité, en fait, une cécité qui est une perte soudaine, en fait, de vision. Qu'est-ce qui doit alerter, en fait, un propriétaire sur un glaucome et dans quel cas un propriétaire doit être alerté sur le fait que son animal puisse faire un glaucome potentiellement? Alors, quand ce sont des pics ou quand c'est le tout début de la maladie et que c'est un pic aigu, souvent le glaucome, c'est douloureux. Donc un animal qui se met à avoir mal à l'œil, qui se met à fermer un œil ou les 2, c'est l'un des symptômes d'appel d'un pic, d'une attaque aiguë, parce qu'une augmentation de pression soudaine, ça fait mal. L'autre symptôme caractéristique, c'est la perte de vision. Si jamais les 2 yeux ont une attaque, simultanée, l'animal ne voit plus d'un seul coup ou si la baisse est chronique, l'animal se met à voir de moins en moins. Donc ça, c'est vraiment un symptôme d'appel que les gens peuvent repérer chez eux, mais tout dépend de la violence de l'attaque et de la violence de l'augmentation de la pression. Alors parfois, les yeux se mettent aussi à changer de couleur. Ils peuvent prendre un aspect bleuté, les gens disent qu'ils ont l'impression que l'œil a une couleur un peu glauque. Ça aussi, ça peut être un symptôme d'appel. Et puis, quand, on ne s'est pas rendu compte que l'animal voyait moins bien parce que, par exemple, il voit moins bien que sur un œil, l'œil peut augmenter de taille et on peut avoir des yeux qui sont plus gros, mais malheureusement souvent renvoie à des glaucomes qui sont déjà avancés, parce que quand l'œil augmente, la taille de l'œil augmente, ça veut dire que la rétine, elle a beaucoup souffert. Bah, du coup, tu m'amènes à ma prochaine question, du coup. Le glaucome, c'est toujours une urgence? Alors ce qui est toujours une urgence, c'est le pic de pression. Ce qui détruit, une rétine et ce qui est vraiment fatal, c'est le pic de pression. Moi, je dis toujours à mes clients: «Si vous avez le doigt coincé dans une porte, c'est une urgence d'ouvrir la porte, c'est une urgence de faire baisser la pression». Donc quand on a une attaque aiguë et une pression qui monte fort et rapidement, ça, c'est une urgence. Il faut effectivement absolument pas laisser la pression, laisser la rétine coincée par cette pression, parce que les cellules nerveuses, elles n'aiment pas cette pression et puis il y a aussi des vaisseaux sanguins dans le nerf optique qui sont écrasés par la pression. Et donc, il y a un double phénomène, à la fois des cellules nerveuses qui meurent et puis, par la pression, et puis des vaisseaux sanguins qui n'arrivent plus à alimenter certaines parties de l'œil. Et donc, oui, le pic de pression, ça, c'est une urgence. Et puis, si on veut avoir un espoir de sauver une partie de la vision ou de sauver certaines parties de la rétine, il faut faire baisser cette pression le plus rapidement possible. Et maintenant aux vétérinaires en fait qui nous écoutent, à quoi est-ce qu'on va pouvoir, comment est-ce qu'on va pouvoir diagnostiquer un glaucome en clinique? Et après à part, effectivement d'avoir les appareils de mesure de pression, c'est souvent moi une question qui me revient en clientèle ou des vétérinaires qui m'adressent des cas de glaucome, enfin de suspicion de glaucome mais qui n'en sont pas. Qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil, on va dire les 3 ou 4 éléments à retenir en fait sur le diagnostic d'un glaucome sans forcément avoir capacité de mesurer la pression? Alors,
Quand c'est une attaque sur un seul œil ou quand c'est une attaque isolée, c'est vrai que c'est pas forcément facile et parfois, même avec, l'habitude, on peut se faire piéger. C'est-à-dire qu'on a des symptômes, mais, on a du mal tant qu'on n'a pas vraiment mesuré la pression avec notre appareil, on a du mal à savoir si c'est vraiment un glaucome. Mais de façon générale, un œil qui est douloureux, un œil qui a perdu la vision, un œil qui a une mydriase, c'est-à-dire une pupille qui est grande et qui reste grande même quand on l'éclaire, un œil qui est rouge, donc une conjonctive, qui est rouge avec des gros vaisseaux, ça c'est des symptômes d'appel et puis on peut aussi avoir un œdème de cornée, c'est-à-dire que la pression à l'intérieur de l'œil fait pénétrer dans la cornée de l'humeur aqueuse et donc ça donne un certain trouble sur la cornée, qui peut changer de couleur, qui peut devenir blanc bleuté. Donc ça, c'est des symptômes d'appel que le vétérinaire peut repérer, mais c'est vrai qu'il peut y avoir certains de ces symptômes, tous, quelques-uns ou pas du tout. Et malheureusement, la plupart du temps, pour confirmer un glaucome, en tout cas pour confirmer une hypertension, il faut effectivement en passer par la mesure de cette fameuse pression. Et c'est, ce que je dis souvent aussi, moi, ces critères-là, ils doivent être aussi maîtrisés, je pense, par les assistantes, vétérinaires qui sont en première ligne, qui vont décrocher le téléphone et qui peuvent déjà poser ces questions puisqu'un propriétaire peut simplement donner ces critères, en fait, de dilatation pupillaire, de rougeur de l'œil, de douleur et surtout cette notion assez fréquente de côté d'aspect suraigu, en fait, hein. Enfin, je sais pas, personnellement, on a souvent des crises suraiguës de glaucome, hein, chez ces animaux. Donc du coup, tu parlais de mesure de tension, donc par quel moyen, en fait, toi, en pratique, tu peux mesurer la pression des animaux et parce que enfin, finalement, moi, quand je vais chez l'ophtalmo, c'est une grosse machine qui m'envoie un jet d'air dans l'œil, et puis, est-ce qu'il y a des moyens alternatifs, moins onéreux, en fait, pour les vétérinaires généralistes, pour mesurer la pression? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas les appareils que les ophtalmos humains ont et ces fameux jets d'air, sont pas transposables, chez les animaux. On a des, appareils qui s'appellent des tonomètres. Il y a différents types de tonomètres. Il y a des tonomètres à indentation, c'est-à-dire c'est une petite pièce qui touche l'œil et qui permet de mesurer la pression. Il y a d'autres, techniques qui s'appellent la tonométrie à rebond. En gros, ça, ce sont des appareils portables qu'on tient dans la main, qu'on approche de l'œil de l'animal et on touche l'œil de l'animal pour en mesurer la pression. Alors malheureusement, c'est des appareils qui sont un petit peu onéreux, entre, 3 000 et 4 000 € et donc c'est malheureusement souvent, quelque chose qui est, réservé à un exercice où on fait beaucoup d'ophtalmologie, mais malheureusement, pour avoir de meilleures chances de sauver des yeux et pour avoir de meilleures chances de traiter, de diagnostiquer ces glaucomes précocement, il faudrait que les vétérinaires généralistes aient accès à ce genre de matériel parce que c'est vraiment grâce à ça qu'on peut faire un diagnostic précis, une prise en charge précoce et qu'on peut sauver nos fameuses cellules ganglionnaires. Alors, il existe d'autres types d'appareils moins onéreux, des tonomètres, donc des machines mécaniques qui s'appellent des tonomètres de Schiotz, qui sont plus difficiles à utiliser. En tout cas, il faut que l'animal ait la tête vers le haut, il faut qu'il y ait une anesthésie, donc c'est un peu moins précis. Après, on peut aussi, en faisant ce qu'on appelle une tonométrie digitale, en fait, au travers de la paupière, on appuie de façon comparative sur les yeux et on peut, de façon, avec un petit peu d'habitude, essayer d'évaluer la pression à l'intérieur de l'œil. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident et c'est surtout plus facile d'avoir une mesure comparative, c'est-à-dire quand il y a un œil qui a un glaucome et l'autre qui a une pression normale, c'est facile d'arriver à évaluer la différence. Après, c'est sûr que le gold standard, ce serait qu'effectivement les vétérinaires généralistes aient accès à des tonomètres modernes et comme ça, on fait des diagnostics et on fait des prises en charge plus précises. Qu'est-ce que tu penses là du coup? Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y a une société australienne qui a sorti récemment un petit appareil qui s'appelle le Yopvet, qui a un système par indentation qui permet de mesurer la pression. Moi, je l'utilise en clientèle pour, bah, d'une part, donner en fait, je le prête aux clients qui ont des animaux glaucomateux et ça permet de surveiller la pression et certains vétérinaires l'utilisent, dans la pratique de tous les jours. Est-ce que t'as utilisé toi ce genre de système-là? Alors oui, oui, je l'utilise, enfin en tout cas, je ne l'utilise pas moi, mais en tout cas, je montre aux propriétaires comment faire pour l'utiliser.
C'est une excellente idée effectivement et c'est notre but, hein, d'essayer de démocratiser ou en tout cas de faire mesurer des pressions soit par les propriétaires, soit par les vétérinaires généralistes pour, aller chercher les informations le plus tôt possible. C'est pas toujours pitonnomètre, ils sont pas toujours très, très faciles d'utilisation et il y a certains propriétaires qui y arrivent, d'autres un peu moins et puis il y a des gens qui aiment pas toucher les yeux de leurs animaux et donc il y en a qui sont un peu réfractaires. Mais quand on arrive à leur montrer et quand on arrive à les éduquer à ça, oui bien sûr ça permet de ratisser beaucoup plus large et c'est une très bonne idée de réussir à faire surveiller les propriétaires, la pression par les propriétaires à la maison et puis en clientèle généraliste de pouvoir avoir déjà une première estimation. Très simple, hein, on appuie avec l'appareil sur la cornée et puis on a une zone verte ou une zone orange ou une zone rouge qui est indiquée par une aiguille et ça donne vraiment une idée de, de Du la niveau de pression pression dans l'œil. de façon Ouais, générale. ouais. C'est vrai que donc c'est pas un appareil quantitatif, ça reste quand même un appareil relativement qualitatif pour avoir une orientation, mais il n'en reste pas moins que, enfin, personnellement, je trouve qu'il faut quand même confirmer par un autre appareil de mesure, mais sur l'expérience que j'en ai, c'est un appareil qui est fiable, je pense, sur les valeurs normales ou très augmentées. Néanmoins, cette zone jaune intermédiaire est un petit peu complexe à interpréter et enfin, toute pression intermédiaire doit nécessiter le recours à des appareils plus calibrés, on va dire, et plus fiables que cet appareil-là. Donc ça, Oui, oui, après ça peut permettre soit aux propriétaires qui doivent surveiller, par exemple, le deuxième œil, d'un chien qui a déjà eu un problème ou surveiller une pression sur un œil qui est traité. Les gens, ils sont, éduqués à ça, on leur montre, ils le font avec nous. Ça peut effectivement marcher. Mais bien sûr, on peut pas en distribuer à tous nos clients et puis il y a une durée de il faut le nettoyer ce petit appareil, mais oui, c'est une très bonne idée et moi je pense qu'il faudrait que ça se démocratise pour qu'on puisse avoir des meilleures chances. Parce que notre gros souci, c'est que souvent, par rapport, tu me posais la question tout à l'heure par rapport au glaucome chez l'homme, notre souci, c'est que souvent on arrive trop tard. Et donc on n'arrive pas, on a toujours un train de retard sur la prise en charge du glaucome et les traitements et en fait, on court après la stabilisation et finalement on finit par perdre la bataille. Mais si on la commence plus tôt cette bataille, avec plus d'éléments, de surveillance, on pourra avoir des meilleurs résultats. et tous les animaux, peuvent faire un glaucome ou est-ce qu'il y a des espèces qui en font plus que d'autres ou même des races qui en font plus que d'autres? Alors, moi, dans ma pratique, je fais surtout des chiens et des chats, mais les nouveaux animaux de compagnie, les lapins, par exemple, ils peuvent faire effectivement aussi des glaucomes. Les chevaux peuvent faire aussi des glaucomes. Alors, c'est souvent chez le cheval, plus des inflammations qui ensuite donnent des glaucomes. Mais, chez nos carnivores domestiques, oui, oui, tous les animaux peuvent faire des glaucomes. Alors, bien sûr, hein, arriver à une diminution de la fonction des cellules ganglionnaires ou arriver à une hypertension, c'est dû à plein, ça peut être dû à plein de choses, mais on connaît ça très particulièrement chez le chien, dans certaines races, qui sont prédisposées à certaines maladies et puis chez le chat aussi. Mais essentiellement, globalement, en clientèle, c'est surtout le chien qui va faire des glaucomes par rapport au chat. Oui, c'est surtout le chien. C'est surtout le chien, il y a des races qui sont prédisposées et puis il y a des, maladies qui sont, prédisposantes au glaucome, des inflammations, des choses comme ça. Donc, on a, des glaucomes chez le chat qui sont souvent dus à des inflammations et puis des glaucomes chez le chien qui sont dus à des prédispositions de race. Il y a certaines races comme, le Basset Hound, le, Bouvier des Flandres, il y a certaines races qui sont prédisposées au glaucome. C'est ce qu'on appelle, donc chez le chien, c'est ce qu'on appelle, il y a 2 types de glaucomes, on va dire, qui sont pas liés à des inflammations, qui sont les glaucomes congénitaux et les glaucomes primaires. Tu peux nous en dire plus sur le glaucome congénital qui est pas très fréquent, mais surtout le glaucome primaire qu'on diagnostique de plus en plus et en fait les moyens de prévention par rapport à ce glaucome aussi? Alors, absolument. Chez le chien notamment, effectivement, de façon assez, assez rare, il existe des glaucomes qui sont congénitaux. Donc, un glaucome congénital, par définition, c'est un glaucome que le chiot présente à la naissance. Il existe certaines modifications ou certaines anomalies de la croissance de l'œil pendant la gestation. Et effectivement, le chiot naît avec humeur aqueuse qui n'arrive pas à sortir de son œil parce qu'il est mal formé. Et on a des chiots qui naissent avec tout de suite un œil très gros. Et dès qu'ils ouvrent les paupières à 15 jours, on s'aperçoit que l'un des deux yeux, souvent c'est un seul œil, l'un des deux yeux est mal formé, il est trop gros. La filtration de l'humeur aqueuse ne se fait pas correctement. Et cet œil, il est non-voyant dès le début. Malheureusement, ça, c'est des glaucomes qu'on n'arrive pas à récupérer. C'est des modifications
de toute l'anatomie de l'œil qu'on n'arrive pas à récupérer. C'est assez rare, mais effectivement, il y a des races carlins, les dogs allemands, qui peuvent effectivement présenter à la naissance ce genre de glaucome congénital, mais c'est quand même très très rare et c'est pas des choses qu'on surveille au cours de la vie du chien. On le sait tout de suite quand les chiots sont tout petits. Et donc, du coup, ouais, donc le glaucome primaire, il débute à quel moment en fait dans la vie de l'animal? Alors, il y a 2 types de glaucome primaire. Il y a un glaucome primaire qu'on appelle un glaucome à angle ouvert. Ça, c'est rarissime. En fait, ça a été, développé et étudié sur des colonies de beagles, notamment et en fait, c'est la partie normalement qui filtre l'humeur aqueuse, qui a une anatomie correcte, mais qui fonctionne pas très bien. Ça, c'est extrêmement rare. La plupart des glaucomes qu'on appelle primaires chez nous, enfin chez nous, chez les chiens, c'est ce qu'on appelle des glaucomes primaires à angle fermé. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'œil, et notamment la partie qui est entre l'iris et la cornée, qui s'appelle la fente ciliaire. Il y a une partie de cette partie de l'œil qui ne grandit pas correctement, qui présente éventuellement des zones qui sont moins ouvertes et qui filtrent moins, qui permettent moins à l'humeur aqueuse de sortir de l'œil. Alors, on peut faire ce diagnostic avec un examen qu'on appelle la gonioscopie. On regarde avec une lentille cette zone entre l'iris et la cornée, et notamment le début de cette zone qui s'appelle le ligament pectiné. Et parfois, dans certaines races, on voit que les trous dans lesquels normalement doit passer l'humeur aqueuse, ils sont moins bien conformés. Les trous sont plus petits ou l'angle est moins ouvert, et donc l'humeur aqueuse peut moins bien passer et vers, alors ça dépend des races, ça dépend des animaux, mais souvent c'est chez des jeunes adultes, donc aux alentours de entre 5 et 7 ans. Pour une raison qu'on ignore, cet angle se met à moins bien fonctionner et la pression augmente. Ouais, c'est vrai, c'est ce que j'explique souvent aux propriétaires. C'est un peu comme ces systèmes de petites grilles d'évacuation secondaire dans les éviers, en fait, hein, qui ressemblent à peu près à ce trabéculum, qui permettent l'évacuation. Et puis, ben, des fois, si ça s'obstrue, ben, forcément, là, l'évier va déborder, mais l'œil ne peut pas déborder. Et implicitement, ça va occasionner des augmentations de pression et puis donc, du coup, des lésions sur les cellules ganglionnaires dont tu parlais tout à l'heure. Donc Oui, ça, et puis, on s'aperçoit qu'il y a des conformations, c'est-à-dire que, bien sûr, les chiens, ils sont nés avec ces petites grilles, ce trabéculum, ce ligament pectiné, ils sont nés avec cette grille qui a une conformation un peu limite. Pendant plusieurs années, eh ben, l'humeur aqueuse, elle réussit quand même à passer, par ces petits orifices et puis à un moment, pour une raison, alors peut-être des raisons inflammatoires, mais qu'on n'objective pas forcément facilement, eh bien, ces petits trous de la passoire, moi je dis à mes clients que c'est une passoire, ces petits trous de passoire se mettent à être à peine bouchés ou moins fonctionnels, et c'est là qu'intervient la crise de glaucome, la crise d'augmentation de pression. mais dans ces glaucomes primaires, c'est rarement une évolution sur les premières années de vie. On a souvent des évolutions entre 5 et 10 ans après, en général. Et du coup, en pratique, parce qu'on dit il y a des problèmes de conformation, etc. C'est un sujet qui est assez d'actualité en ce moment sur les bulldogs, ces races-là. Est-ce qu'il y a des races dans lesquelles les éleveurs jouent le jeu et nous font examiner, en fait, ou te font examiner des chiots pour voir s'ils sont pas potentiellement atteints et quelles sont les conséquences justement sur les animaux quand ils vont être atteints, quand ils ont des anomalies de conformation de ce ligament pectiné sur leur production? Alors, bien sûr qu'il y a des races dans lesquelles on connaît ces prédispositions. Alors effectivement, tu parlais du bulldog, le bouvier des Flandres, les huskies aussi. On peut savoir et on peut vérifier de façon préventive, soit sur les reproducteurs, soit sur des chiots, soit sur des jeunes chiens. On fait un examen qui s'appelle la gonioscopie, dont on parlait tout à l'heure, et on essaye de regarder si, de façon préventive, on peut détecter ces anomalies. Après, il y a des controverses pour dire, oui, mais il y a peut-être des chiens qui ont ce ligament pectiné qui a un aspect qui n'est pas tout à fait normal, mais est-ce qu'ils vont tous faire des pics de pression? Pas, on n'a pas la réponse absolue, mais c'est vrai que dans ces cas-là, quand on sait qu'il y a un ligament pectiné ou un trabéculum qui n'a pas une anatomie normale au départ, ça peut permettre de surveiller mieux ces animaux, ou ça peut permettre, quand on a besoin, par exemple, d'opérer
un œil d'un bulldog dont on sait que cette zone-là, elle est un petit peu critique, ça permet d'être plus attentif et parfois de mettre en place des traitements préventifs ou en tout cas de surveiller mieux la pression pour que le pic de glaucome, enfin le pic de pression, n'ait pas lieu. Donc oui, il y a des éleveurs qui jouent le jeu et c'est très important que les éleveurs jouent le jeu. Il manque parfois un maillon scientifique de preuve absolue de dire, ben voilà, ce chien-là, il a un ligament qui est pas tout à fait normal. Et la question des éleveurs, c'est est-ce qu'on est sûr qu'il va faire un glaucome? Bien sûr que non. Mais en tout cas, statistiquement, ce sont des chiens qui sont plus à risque. Et nous, ça nous permet et notamment dans les interventions de cataracte, parce que c'est d'actualité, notamment chez le bulldog, de dire aux gens, attention, on va opérer la cataracte de votre chien, mais il a, de façon cachée ou de façon intrinsèque, il peut avoir une autre complication, il peut avoir quelque chose qui peut arriver après sa chirurgie. Et c'est très important que les gens le sachent et que nous, on le sache pour mieux surveiller ça. Donc du coup, tu nous parlais aussi donc de cet angle qui peut se boucher. Donc les autres causes en fait qui peuvent implicitement générer une augmentation de pression, finalement, c'est que cet angle se bouge par d'autres mécanismes en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. On a parlé de façon chronologique des glaucomes congénitaux, donc les chiens naissent avec, de ces glaucomes primaires où c'est simplement une conformation, une maladie de la conformation de l'angle qui fait que le chien est prédisposé au glaucome. Ça, effectivement, on n'y peut rien. Et puis, il y a un autre grand type de glaucome qui s'appelle le glaucome secondaire. Et par définition, l'augmentation de pression est secondaire à un autre problème, une autre maladie ou une autre anomalie mécanique à l'intérieur de l'œil. Alors, de façon classique, l'une des grandes causes de glaucome secondaire, c'est la luxation du cristallin. Il y a des chiens qui sont prédisposés à ce que leur cristallin se détache dans leur œil. Il peut tomber derrière la position normale ou devant la position normale, et ce cristallin crée un obstacle à la circulation de l'humeur aqueuse, et donc cette humeur aqueuse augmente de pression. Donc c'est ce qu'on appelle une luxation, c'est ce qu'on appelle un glaucome secondaire à une luxation du cristallin. Après, il y a beaucoup d'autres maladies qui peuvent donner des glaucomes secondaires. Il y a des inflammations qui peuvent donner, parce que l'humeur aqueuse est inflammée, il y a des protéines inflammatoires dans l'humeur aqueuse, il y a des inflammations chez le chat, chez le chien aussi, qui modifient la viscosité de l'humeur aqueuse, qui modifient la porosité de la fameuse passoire dont on parlait tout à l'heure. Et les uvéites, qui sont des maladies inflammatoires, peuvent aboutir à une augmentation de la pression. Donc à ce moment-là, on appelle ça des uvéites hypertensives, et c'est toujours le même mécanisme. Trop d'humeur aqueuse, ça fait augmenter la pression et ça abîme les cellules ganglionnaires. Après, dans les glaucomes secondaires, on a aussi des tumeurs qui peuvent donner des obstacles à la filtration de l'humeur aqueuse. Donc l'humeur aqueuse, elle ne réussit plus à sortir de l'œil parce qu'il y a des tumeurs dans la zone de filtration. Alors il y a des tumeurs chez le chat, notamment ce qu'on appelle les mélanomes diffus de l'iris. Il y a des pigments qui s'immiscent dans cette zone de filtration et qui ralentissent la sortie de l'humeur aqueuse. Et puis, il y a d'autres tumeurs chez le chien qui, en faisant un effet mécanique, une masse qui appuie sur la racine de l'iris ou une masse qui appuie derrière l'iris, peut obstruer et faire diminuer la quantité d'eau qui arrive à sortir de l'œil. Donc ça aussi, ce sont des causes de tumeurs, ce sont des causes de glaucome secondaire. Donc en rapport avec le glaucome primaire, les propriétaires de chiots dont l'examen n'a pas été forcément fait par l'éleveur, on parlait justement des bulldogs donc il y a une association française qui s'appelle l'AFEPMOC qui regroupe des vétérinaires examinateurs, et il y a certaines races où ils obligent en fait cet examen. Par exemple, demain, moi j'ai par exemple un Springer Spaniel qui est pas un chien où l'examen est obligatoire par l'éleveur avant la vente. À quel âge est-ce que tu conseillerais ces gens qui ont des bulldogs, des springers, etc., ou des bouviers des Flandres, de te présenter l'animal pour un dépistage précoce pour savoir si leur animal est prédisposé à développer un glaucome? Alors, quand il s'agit de chiots de race, et notamment de races qui sont malheureusement connues pour pouvoir faire ce genre de problème, moi, enfin, il n'y a pas que moi d'ailleurs, il y a l'ensemble des dépisteurs dont on fait partie, on conseille de voir les chiens à peu près à l'âge de 1 an pour se faire une idée du risque qu'ils peuvent avoir à présenter un glaucome et à faire un glaucome, alors qu'il ne va pas avoir lieu à 1 an, mais qui a lieu la plupart du temps entre alors certaines races 3 ans, certaines races 5 ans, mais il vaut mieux évidemment faire du dépistage à partir de l'âge de 1 an sur des individus dont la lignée ou la race est connue pour avoir ce genre de problème. Ok.
Donc c'est aussi le devoir, je pense, d'information des vétérinaires généralistes auprès de leurs propriétaires quand ils ont des animaux à race prédisposée, soit de réaliser eux-mêmes une gonioscopie, mais que c'est, enfin, personnellement, j'ai mis pas mal de temps avant de maîtriser la technique, mais effectivement, ne pas hésiter à conseiller une consultation spécialisée en ophtalmologie pour évaluer ça, en fait. Oui, absolument. Il faut imaginer il y a ce fameux dépistage préventif, il est de 2 ordres, hein. Sur des chiens qui, sont de race prédisposée et quand les propriétaires achètent ces fameux chiots, il faut effectivement qu'on les voie vers l'âge de 1 an et puis le deuxième volet, c'est la prévention. C'est les éleveurs qui nous amènent les chiens reproducteurs pour essayer de dépister et de finalement ne pas faire reproduire, des chiens qui auraient des conformations un peu limites. Donc, il y a 2 niveaux d'examen, il y a 2 niveaux de prévention, éleveurs et propriétaires qui achètent ces chiots. Donc là maintenant, on a diagnostiqué notre glaucome, on sait que c'est un glaucome. Qu'est-ce que aujourd'hui, je sais qu'en humaine, il y a beaucoup de techniques qui sont décrites, de traitements médicaux, etc. De manière pragmatique, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on est face à un glaucome? Et en gros, déjà, toi, c'est quoi le premier critère décisionnel pour toi pour savoir dans quelle orientation tu vas partir au niveau thérapeutique? Alors, d'abord, il faut imaginer que en médecine humaine, il y a des gens qui sont glaucomatologues. Donc, vraiment, ça veut dire qu'il y a une quantité, importante de problèmes à régler, de problèmes diagnostiques. Il y a une quantité aussi très importante d'actions qu'on peut avoir, et donc c'est vraiment une science à part entière, et malheureusement, la plupart du temps, ça relève d'une activité spécialisée parce qu'il y a énormément de critères à prendre en considération. Alors moi, le premier critère que je prends en considération, c'est d'abord savoir si l'œil est voyant. Quand on m'amène un chien en consultation, si l'œil est voyant, il faut se battre et il faut mettre absolument tous les moyens possibles, en urgence, en œuvre pour, réussir à sauver la vision. Si l'œil n'est pas voyant, on en discutera peut-être plus tard, mais si l'œil n'est pas voyant, malheureusement, ça relève beaucoup moins d'une urgence. Il faut soulager le chien, il ne faut pas qu'il ait mal, il faut bien sûr, proposer des choses, mais, la 1re grande bifurcation, c'est est-ce que l'œil, juste avant l'attaque de pression, était voyant? Et si c'est le cas, moi je dis toujours à mes propriétaires de chiens, on n'a que 2 chances, on n'a que 2 yeux, et donc il faut absolument se battre dès la première seconde où on diagnostique un glaucome. Et en plus, très souvent, malheureusement, les glaucomes, qu'ils soient primaires ou secondaires, la prédisposition, elle est la même sur les 2 yeux. Ça veut dire que s'il y en a un qui commence à faire un pic de glaucome, la maladie sous-jacente ou ce qui a amené à ce glaucome-là, elle est probablement existante sur le second œil, et donc on n'a que 2 chances pour sauver la vision. Donc il faut absolument se jeter dans la bataille. Sur un œil qui voyait juste avant l'attaque de pression, il faut se jeter dans la bataille. Donc, pour moi, l'urgence, et c'est la question que tu me posais tout à l'heure, quand on a à traiter un glaucome, c'est une urgence de faire baisser la pression dans tous les cas et si possible, dans l'heure ou dans les heures qui suivent l'accès, le pic, l'attaque de pression. Donc ça nécessite que les propriétaires s'en soient rendus compte, que le vétérinaire, éventuellement le vétérinaire généraliste qui l'a vu, s'en rende compte très vite, et puis soit qu'il ait les moyens de commencer le traitement, soit qu'il envoie les gens dans un centre spécialisé pour qu'on prenne en charge et qu'on essaye de sauver ces fameuses petites cellules ganglionnaires qui sont, coincées. Et c'est quoi tu parlais de faire baisser, assez, rapidement, en fait, cette pression. C'est quoi les 2 moyens, particuliers que tu peux utiliser, en fait, pour faire chuter cette pression, rapidement? Alors, en premier lieu, on peut utiliser des gouttes. On utilise des gouttes, de collyre qui sont très efficaces, qu'on instille en urgence toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes et qui normalement en quelques dizaines de minutes, 20 minutes, 30 minutes, maximum 1 heure, il faut que la pression ait diminué. Encore une fois, on se souvient, hein, on a le doigt coincé dans la porte, si on le laisse plus d'1 heure, et ben, malheureusement, on peut avoir des lésions définitives. Donc moi, en première intention, sur un chien qui arrive avec une attaque de pression, bien sûr, on le garde, on ne donne pas une goutte aux gens et pour qu'ils repartent, hein. Il faut absolument vérifier que les gouttes fonctionnent et on commence par instiller des gouttes, alors de médicaments qui s'appellent éventuellement des prostaglandines, mais il y a plusieurs types, il y a plusieurs familles de médicaments qu'on appelle anti-glaucomateux, hein, qui sont des gouttes, et on commence par les instiller toutes les 5 minutes et il faut qu'en 20 minutes, 30 minutes, 1 heure maximum, la pression est diminuée.
Si c'est pas le cas, donc ça veut dire que bien sûr, les gens ils restent dans la salle d'attente ou ils laissent le chien parce qu'ils peuvent pas rester et nous on s'en occupe, mais il ne repart bien sûr pas chez lui. On vérifie que cette première étape de prise en charge d'instillation de gouttes fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, il y a des médicaments qu'on peut injecter en intraveineuse et qui peuvent éventuellement compléter cette action, mais ça c'est une action médicamenteuse. Si la pression ne diminue pas dans la première heure, on tranquillise l'animal et on fait ce qu'on appelle une ponction d'humeur aqueuse, c'est-à-dire qu'en fait, on va juste mécaniquement avec une aiguille enlever un peu d'humeur aqueuse pour faire baisser mécaniquement la pression pour soulager l'écrasement des cellules ganglionnaires dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Et donc tu parlais des molécules antiglaucomateuses. En pratique, il y en a deux, on va dire, qui vont être efficaces. C'est le latanaprost, tu parlais des prostaglandines, et les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. En gros, le latanaprost, lui, il va augmenter la réabsorption uvéale en fait d'humeur aqueuse. Il va chanter un petit peu la voie de résorption primaire. Et le dorzolamide qui lui va avoir une action sur la production d'humeur aqueuse. Entre ces deux molécules, tu as une préférence? Alors, souvent, on les combine. Souvent, on les combine, pour avoir une action maximale. En fait, c'est toujours une histoire de robinet. Il y a trop de pression, il y a trop d'eau à l'intérieur de l'œil et donc on agit à la fois sur, des médicaments comme effectivement les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique ou il y a aussi une famille de médicaments qui s'appelle les bêta-bloquants, le timolol par exemple, qui sont des médicaments combinés qui diminuent la quantité d'humeur aqueuse qui arrive dans l'œil et puis, bah, comme malheureusement, il y a urgence et souvent, il faut, maximiser cette baisse, combine ça avec des prostaglandines, donc des médicaments qui augmentent la résorption, donc la sortie de l'humeur aqueuse de l'œil. Alors chez le chat, ces prostaglandines, leur mécanisme est moins bien connu que chez le chien, mais souvent c'est la combinaison de ces 3 familles d'antiglaucomateux qui permet d'avoir une bonne baisse de pression. Alors, il y en a qu'on utilise plus en urgence, hein, les prostaglandines, quand on veut faire baisser très très vite une pression en urgence, c'est plutôt les prostaglandines qu'on utilise. Et après, sur des traitements plus chroniques, on peut combiner en fonction de la tolérance. Il y a des animaux qui ne tolèrent pas certaines molécules parce que ça les pique un petit peu, ou il y a des allergies qui peuvent se mettre en place au bout d'un moment, hein, comme chez l'homme, le Cosopt par exemple, ça peut être pas très bien toléré au bout de quelques mois. Donc on a tout un jeu de combinaison de collyres. Certains, il y a un seul type une seule molécule dedans, certains, il y en a deux. Et donc, on combine ces 3 familles d'antiglaucomateux en fonction de l'efficacité, en fonction de la vitesse à laquelle on veut faire baisser la pression et en fonction de la tolérance locale. Mais on peut quand même dire que dans ces trois familles, quand même, l'efficacité la plus importante, c'est celle du latanaprost. Ensuite, on a les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique et le timolol qui est bon dernier de la file, du moins en pratique vétérinaire et moi sur le constat qu'on a en pratique. Est-ce qu'il y a des limitations dans l'utilisation du latanaprost, par exemple? Alors en théorie, en théorie, c'est ce qu'on disait, hein, chez le chat, le mécanisme d'action est moins bien connu. Certaines études, le controversent même un petit peu. Mais oui, le latanoprost, ou le Travatan, c'est la famille qu'on utilise en premier lieu. C'est réputé pour, provoquer une certaine inflammation. Donc, il y a certains types de glaucome, certains types d'uvéites hypertensives sur lesquels on se pose la question de savoir si en rajoutant de l'inflammation, d'aggraver le problème. Mais Mais pour casser un mythe, en fait, en pratique, est-ce que toi, ça t'arrive de mettre des prostaglandines, même sur des glaucomes inflammatoires? Pas des luxations cristallins ou des choses comme ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui, en pratique, peut être utilisé? Alors, sur les luxations de cristallin, par définition, les prostaglandines, elles vont serrer, elles vont diminuer la taille de la pupille, hein, ça va apporter un myosis. Donc la luxation du cristallin, si le cristallin est entravé au milieu, il faut faire attention d'imaginer l'effet que vont avoir les prostaglandines sur la pupille et du coup sur, le cristallin qui va se retrouver coincé, dans cette pupille en fonction de la position dans laquelle il est. Mais par contre, ça peut avoir un effet, ces prostaglandines justement et cet effet myotique, sur des cristallins qui sont un petit peu instables. Moi, j'aime bien les utiliser de façon à ce que justement ça maintienne un myosis et ça maintienne le cristallin à sa place
dans sa position normale, ou en tout cas, je dis toujours que le cristallin, dans ces cas-là, il est assis sur le vitré, mais il peut bouger à n'importe quel moment, et notamment passer devant. Donc moi, j'aime bien les utiliser, effectivement, ces prostaglandines, pour leur effet myotique, bien sûr, pour leur effet de diminution de pression, pour coincer le cristallin à sa place, et puis pour éviter qu'il y ait du vitré, qui est la gélatine qui est normalement derrière le cristallin, mais qui peut de temps en temps passer à côté du cristallin quand il est moins bien tenu par la zonule, quand il y a ce qu'on appelle des issues de vitré qui viennent se bloquer dans la pupille. Quand on resserre cette pupille, eh ben, on maintient tout ce petit monde, et le cristallin et le vitré, bien à leur place derrière le plan de l'iris. Et moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Et une fois, si tu arrives à réguler en fait finalement ce glaucome, les gens repartent chez eux au bout de 24 heures avec un traitement et puis des contrôles réguliers. Et si par contre on arrive au point où la pression n'arrive pas à être régulée à la clinique, ou même s'il y a des rechutes trop fréquentes sur des animaux qui sont voyants, qu'est-ce qu'on peut proposer en fait à ces propriétaires? Alors c'est sûr qu'on peut bien sûr pas, imaginer ponctionner et faire des ponctions d'humeur aqueuse, toutes les 12 heures. Il faut absolument passer le traitement d'urgence, donc des instillations et puis de l'éventuelle ponction d'humeur aqueuse. Il faut aboutir à une pression cible, donc à une pression acceptable. Généralement, moi, j'aime bien les faire sortir d'hospitalisation quand ils sont aux alentours de 10. En tout cas, c'est l'idéal pour être dans une zone de moindre danger. Quand on n'arrive pas à les stabiliser, il y a on a d'autres cordes à notre arc, qui sont de 2 types, en plus du traitement médical, qu'il faut bien sûr maintenir. Il y a des traitements au laser qu'on peut proposer, des traitements qui sont de 2 ordres. Du laser qu'on appelle transscléral, c'est-à-dire qu'on applique un faisceau laser sous anesthésie, bien sûr, au travers de la sclère, donc sans rentrer dans l'œil, pour essayer de détruire, d'affaiblir le corps ciliaire, donc la fabrique d'humeur aqueuse. Et ça, c'est une modalité qu'on peut mettre en place assez rapidement, mais dont les effets n'ont lieu que, a priori, quelques jours à quelques semaines après l'application du laser. Il y a un autre type de laser qu'on appelle l'endolaser, ça c'est plus lourd, mais on rentre avec une caméra, une micro-caméra et un laser au bout de cette micro-caméra, et on va détruire, on va regarder et détruire et cibler les zones du corps ciliaire qu'on veut détruire, et on les peint, en tout cas on les détruit avec un laser qu'on passe dans l'œil. Donc ça, c'est 2 modalités qu'on peut mettre en place quand la pression n'est pas régulée. Et puis il y a surtout, enfin, et aussi, de façon complémentaire là aussi, des systèmes de valves. C'est une intervention chirurgicale qu'on peut proposer quand on n'arrive pas à maîtriser la pression. On installe un petit tuyau directement entre la chambre antérieure, donc l'endroit où il y a l'humeur aqueuse qui a une pression trop importante, et ce petit tuyau, il fait un drainage qui va directement à l'extérieur de l'œil sous la conjonctive. Ça s'appelle des valves de drainage. Alors, on utilise souvent la valve d'Ahmed, mais il y en a d'autres. C'est une intervention qui est pas très facile à réaliser parce qu'il faut bien positionner notre petit tuyau exactement dans le bon plan. Il ne faut pas qu'il soit trop long, il ne faut pas qu'il touche la cornée, il ne faut pas qu'il touche l'iris, il ne faut pas qu'il y ait de saignement. Donc ça paraît assez simple à mettre en place, mais ça l'est pas tant que ça. Mais c'est une solution qui permet, dans les premiers stades de glaucome, à condition bien sûr que l'œil soit vivant, on ne fait pas tout ça avec une intervention coûteuse si l'œil n'est plus voyant, mais si l'œil est voyant, on peut combiner effectivement la pose de valve avec ces technologies de laser. La pose de valve, ça fait diminuer tout de suite la pression, mais c'est une intervention chirurgicale qui est assez lourde et qui n'est pas facile d'accès. En tout cas, c'est pas très facile à mettre en place. Et qui peut se compliquer aussi d'inflammation, donc générée, et puis ce petit tuyau malheureusement peut se boucher. Et régulièrement, il faut des fois faire des entretiens de ce tuyau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc on peut résumer au traitement du glaucome, enfin du moins des glaucomes primaires, que la pose de valve ou la technique combinée en fait avec le laser transscléral ou en endolaser et associé à la valve reste la meilleure option, même si sur la durée, les moyennes d'espérance de vision pour ces animaux est en général, en suivant les études, entre 8 et 14 mois. Donc il y a des animaux où malheureusement ça ne marche pas, et puis des animaux qui peuvent encore voir pendant de nombreuses années, en fait, effectivement. Le gros souci, c'est que souvent les gens viennent avec des animaux qui ont un accès de glaucome, et en fait, les nouvelles sont souvent mauvaises parce que la prise en charge, elle est très lourde. Les gens, ils s'attendent absolument pas à ce qu'on leur explique que si on fait pas ça tout de suite, si on n'hospitalise pas l'animal tout de suite, il va perdre la vision. On l'hospitalise 24 heures, et puis ensuite, malheureusement, il peut y avoir une cascade de mauvaises nouvelles en leur disant, voilà, on a déjà fait tout ça, mais en plus, il va falloir poser une valve si vraiment
on veut sauver l'œil de votre animal. Peut-être que ça ne va pas suffire et donc il va falloir combiner ça avec du laser. Et c'est vrai qu'il y a toute une pédagogie de la prise en charge et de ces fameuses nouvelles qu'il faut avoir avec les gens. Alors c'est souvent plus facile entre guillemets quand c'est le deuxième œil parce que quand on arrive trop tard sur le premier ou que les gens n'ont pas pu voir que le premier œil s'est mis à moins voir ou à plus voir du tout, quand ils arrivent avec le chien qui a déjà perdu un œil et qui est en train de perdre la vision sur le second, ils sont plus attentifs ou en tout cas ils ont très envie de se battre avec nous pour mettre tous ces moyens en place. Mais c'est vrai que on va se le cacher, hein, c'est une prise en charge qui est très lourde, à la fois de surveillance pour les gens, parce qu'on peut avoir des accès de glaucome même quand on a fait tout ça. Et puis, bien sûr, financièrement, c'est quand même des prises en charge qui sont lourdes. Bien sûr. Et donc dans le cas des glaucomes secondaires, en fait, qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer comme solution? Alors, les glaucomes secondaires, tu le disais très bien tout à l'heure, hein, et comme leur nom l'indique, ils sont secondaires à d'autres maladies. Donc en fait, bien sûr, il faut faire baisser la pression. Le principe est le même par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Il faut faire baisser la pression en urgence, mais il faut surtout, si on veut avoir une efficacité dans le traitement, il faut traiter la maladie qui a provoqué ce glaucome. Donc par exemple, si c'est une luxation du cristallin, il faut aller enlever le cristallin. Si c'est une inflammation, si c'est une uvéite, il faut essayer de trouver d'où vient cette inflammation et quelle est la maladie qui donne cette inflammation. Alors parfois chez le chat, il y a des maladies comme le sida du chat qui peuvent donner ces inflammations. Donc il faut cibler et rechercher ces fameuses maladies. Et puis chez le chien, c'est parfois plus compliqué de trouver la maladie causale de l'uvéite, donc de l'inflammation. Et il faut mettre en place par exemple des prises de sang, des protocoles où on recherche les maladies causales pour pouvoir traiter spécifiquement la maladie qui a provoqué l'inflammation, qui elle-même a provoqué l'augmentation de la pression. Et dans le cas de tumeurs, en fait, est-ce que on peut retirer des tumeurs qui sont dans l'œil ou est-ce que malheureusement l'œil est forcément fichu? Alors, tout dépend du type de tumeur. Il y a des tumeurs qui sont localisées, alors notamment chez le chien, il y a des tumeurs qui appuient de façon très nodulaire sur une zone de l'angle, et notamment certaines tumeurs mélanocytaires, donc qui ne sont pas des mélanomes malins. Et par exemple, avec du laser, on peut faire diminuer la taille de ces tumeurs. Et donc, soit avec un laser, soit parfois avec une intervention chirurgicale où on enlève une partie de l'iris, on peut imaginer soigner ou en tout cas enlever la tumeur. Malheureusement, dans l'immense majorité des cas, que ce soit des envahissements de pigments mélaniques chez le chat, donc les mélanomes diffus de l'iris, ou que ce soit des tumeurs corciliaires chez le chien, on arrive souvent assez tard et en fait la tumeur elle a grossi à l'intérieur de l'œil sans qu'on s'en rende compte. Et quand on diagnostique l'augmentation de la pression, c'est que la tumeur a une taille importante à l'intérieur de l'œil. On peut d'ailleurs assez facilement avec un échographe conventionnel, hein, les vétérinaires généralistes, ils peuvent aller regarder au travers de la cornée, au travers de l'iris, si la tumeur est grosse à l'intérieur de l'œil, mais souvent sur des tumeurs qui ont beaucoup grossi de façon invisible et qui donnent des augmentations de pression, donc des glaucomes secondaires, on arrive souvent un petit peu tard. Donc malheureusement, sur des tumeurs, on a souvent perdu la bataille quand on fait le diagnostic. Et non seulement la pression augmente, elle fait mal et elle a détruit la vision, mais en plus, il faut sauver le chien ou le chat de façon à ce qu'il n'y ait pas de métastase. Donc parfois, c'est vraiment des cas extrêmes, mais on en arrive à faire des énucléations, c'est-à-dire on enlève l'œil de façon à ce qu'il ne fasse plus mal, surtout s'il a déjà perdu la vision, mais surtout ça peut être la garantie, ou en tout cas un, une étape pour qu'on sauve l'animal et qu'il n'y ait pas de métastase ailleurs. Alors après, il y Au-delà a... de l'œil, en fait, c'est qu'en gros, Absolument, tu préfères enlever l'œil, en fait, avant qu'il y ait des conséquences vitales pour l'animal. Mais des tout fois, à c'est des fait. critères d'acceptation qui sont délicats pour les propriétaires, parce que des fois, on a même des animaux qui sont voyants, qui ont des tumeurs dans l'œil, et il faut leur annoncer ça. On en reparlera avec Simon Privat sur les mélanomes de l'iris, par exemple, chez le chat, qui sont un réel problème. Donc, tu me parlais justement de ces animaux qui ne voient plus avec les solutions d'énucléation. Toi, à partir de quelle durée de cécité, au bout de combien de temps, quand un animal ne voit plus, tu te dis, il n'y a plus de solution chirurgicale, on ne va pas pouvoir conserver la vision, et là, il faut proposer d'autres solutions, et quelles sont ces solutions? Alors, c'est pas tant une histoire de timing, c'est pas,
Enfin, pour moi, je me donne pas, une durée en jours ou en mois. Pour moi, un œil qui ne voit plus, s'il ne fait pas mal, c'est-à-dire que si la pression est à peu près maîtrisée avec les gouttes dont on a parlé et s'il ne représente pas de danger pour le chien, c'est-à-dire si je ou pour l'animal, hein, pour le chat, c'est-à-dire si je sais qu'il y a pas une tumeur, qui peut partir ailleurs, on peut tolérer que, si les gens sont motivés pour continuer à mettre des gouttes, si elles fonctionnent et qu'elles nous amènent à une pression, normale, moi je peux tolérer qu'un chien ne voit pas, qu'il ait eu un accès de glaucome et que, on lui mette des gouttes et que, il n'ait pas mal et que l'œil ne représente pas de danger. Par contre, à partir du moment où l'œil fait mal parce que la pression n'est pas maîtrisée, qu'on n'arrive pas avec tout ce qu'on a mis en place et notamment des gouttes, ou des lasers ou des choses comme ça, qu'on n'arrive pas à maîtriser la pression, que l'œil fait mal ou que l'œil représente un danger, notamment un danger tumoral, à ce moment-là, moi, je propose une solution chirurgicale. Alors si c'est sur une tumeur, il faut enlever l'œil parce que, on laisse pas cet œil qui représente un danger. Et si c'est un glaucome, qui est, dépassé, c'est-à-dire qu'on sait que l'œil ne représente pas de danger, mais que, il fait mal et que, on n'arrive pas à maîtriser la pression, il y a une solution chirurgicale qui s'appelle la prothèse. Moi j'appelle ça la prothèse intrasclérale. On enlève, l'intérieur de l'œil, c'est-à-dire qu'on enlève toute la machinerie, de l'humeur aqueuse, hein, le corps ciliaire qui apporte l'humeur aqueuse et puis les zones qui filtrent l'humeur aqueuse. On enlève le cristallin, la choroïde, la rétine, on ne garde que la sclère et la cornée et on met une prothèse, une bille en silicone à l'intérieur de l'œil, de façon à ce qu'on n'ait plus de problème de pression, plus de problème de douleur et que les gens ne soient plus obligés de mettre, des gouttes. Alors ça représente une solution, qui est séduisante parce que le chien garde à peu près son aspect avec un œil, des paupières qui clignent, qui s'ouvrent et qui se ferment de façon symétrique à l'autre œil, un œil qui bouge, qui a des mouvements et donc ça peut être une solution, vraiment chouette pour les propriétaires, pour que le chien garde un aspect de chien avec un œil, mais qui n'est plus à surveiller, qui n'a plus de problème de pression, à qui on met plus de gouttes, 2 ou 3 fois par jour et avec un animal qui est confortable. Ouais, qu'il y a plus de douleur. Est-ce qu'il y a des solutions que les vétérinaires non ophtalmo peuvent mettre en œuvre chez eux, en clientèle? Ça, on entend régulièrement des gens, des propriétaires qui sont pas forcément très motivés pour se déplacer, etc. Est-ce que toi, tu as une solution dans ces cas-là? Alors, il existe effectivement, bon, bien sûr l'énucléation, hein. L'énucléation, c'est, une intervention que des vétérinaires généralistes peuvent réaliser. Mais ça, effectivement, il faut que ce soit avec le consentement des propriétaires et s'ils ont refusé d'autres solutions, notamment comme la prothèse. Le glaucome, c'est quand même une maladie particulière parce que, on en a parlé depuis tout à l'heure, hein, c'est souvent des maladies qui sont arrivées sur un œil et qui peuvent arriver sur l'autre. Donc quand on propose une énucléation sur un œil, on se dit: «Ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer si et quand un jour il nous arrivera la même chose sur l'autre œil?» Donc c'est vrai qu'effectivement l'énucléation, c'est une solution accessible, c'est une solution technique accessible dans des cliniques généralistes, mais il faut bien avoir anticipé le qu'est-ce qu'on va faire, si jamais il nous arrive la même chose de l'autre côté? Est-ce qu'on enlèvera le deuxième œil du chien? Ce qui est possible, hein. Il y a des études, aux États-Unis sur la qualité de vie des chiens et la satisfaction des propriétaires de chiens qui ont été doublement énucléés. Et finalement, au-delà de l'aspect, les chiens peuvent aller très bien, au même titre s'ils ont deux prothèses intrasclérales. Après, il existe une alternative qui est une injection d'un antibiotique qui s'appelle la gentamicine, qu'on peut injecter dans l'œil des animaux qui ont un glaucome et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Bien sûr, c'est à réserver sur des yeux qui ne voient plus du tout. Et cet antibiotique a la particularité de faire diminuer la fabrication de l'humeur aqueuse. Mais c'est pas très facile, enfin à mon avis, c'est pas très facile de doser la fameuse quantité d'antibiotiques et l'effet peut être soit pas suffisant, donc on peut faire cette injection et que l'œil reste glaucomateux, ou à l'inverse parfois au bout de quelques mois, eh ben, la diminution de l'humeur aqueuse elle est trop importante et du coup l'œil il diminue de taille. Donc bien sûr que c'est une solution, mais je ne suis pas ultra favorable. Moi, parfois, je préfère carrément énucléer en ayant bien expliqué tout ça aux gens. Mmh. Effectivement, moi, ça reste une technique qu'on va conseiller en fait, qui permet d'avoir une technique, on va dire un peu rustine, dans les cas où on a des limitations budgétaires ou des gens qui sont pas forcément motivés à faire des kilomètres pour aller voir un vétérinaire ophtalmo, effectivement, et qui peut être réalisé pour moi, à mon sens, par un vétérinaire généraliste. Après
Après, c'est un geste relativement technique, et effectivement, le plus gros point en fait de difficulté, c'est le dosage de la gentamicine, effectivement. Tu développais un petit peu sur qu'est-ce qu'on doit faire pour l'autre œil. Est-ce que finalement, quand tu prends en charge des animaux glaucomateux, la prise en charge de l'œil adelphe, de l'autre œil, et pas finalement le vrai point d'intérêt, est que en général, quand les gens se présentent pour un premier œil glaucomateux, c'est déjà malheureusement mal engagé, puisqu'il y a, comme tu disais aussi, il y a un retard en fait dans la prise en charge, parce que ils ont mis du temps à s'activer. Le premier vétérinaire qui l'a vu a déjà mis pas mal de temps en fait. Il a pensé que c'était peut-être juste une conjonctivite au début, etc. Est-ce que toi, quand tu les reçois, qu'est-ce que tu proposes pour le second œil? Alors, la boucle elle va être presque bouclée puisqu'effectivement, on a commencé par parler des glaucomes à pression normale chez l'homme. Je crois que vraiment il faut se dire absolument ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on a toujours un train de retard sur le traitement du premier œil qui vient pour la première attaque, et notre fer de lance, ça va être bien sûr de traiter l'œil pour lequel l'animal vient, mais surtout, surtout, surtout de faire de la prévention sur le second œil, parce que finalement, nos cellules ganglionnaires sur lesquelles on aura essayé de lever la pression, elles auront forcément un peu souffert, elles vont forcément, même si on les sauve un petit peu, elles vont forcément vieillir plus vite que si elles n'avaient pas été soumises à cette pression. Et donc notre gros travail, ça va être de faire du diagnostic et du dépistage et de l'éducation pour qu'il ne nous arrive pas la même chose sur le deuxième œil. Donc je répète à nouveau qu'il faut considérer que la plupart des glaucomes, c'est des augmentations de pression parce qu'il y avait soit une maladie, soit une conformation qui a amené à l'augmentation de la pression, et ces éléments-là, ils sont la plupart du temps bilatéraux, donc symétriques, et si on a eu une catastrophe ou en tout cas une mauvaise surprise sur le premier œil, il faut absolument considérer que le deuxième œil est à risque. Alors sur les glaucomes primaires, c'est la conformation qui est à risque. Sur les maladies inflammatoires, c'est tout l'animal qui présente parfois des maladies inflammatoires. On parlait du FIV chez le chat, par exemple. Et du coup, le second œil va être à traiter, en tout cas à explorer, à traiter, pour moi, de façon préventive, pour avoir plus de chances de sauver la vision. C'est notre boulot sur des glaucomes primaires d'aller regarder les deux angles, d'aller regarder en gonioscopie les deux sont symétriques, les deux systèmes de filtration. Donc cette gonioscopie, c'est ce que tu disais, elle n'est pas très facile à mettre en place, mais je pense que ça vaut vraiment le coup que ces animaux nous soient envoyés pour que justement on arrive à sauver le deuxième œil. Ça, c'est sur les glaucomes primaires. Sur les glaucomes secondaires, par exemple les luxations de cristallin, quand un cristallin a luxé d'un côté, c'est très intéressant d'aller tout de suite voir si de l'autre côté, le cristallin a la même propension, et s'il commence à se détacher un petit peu, si éventuellement il y a ce dont on parlait tout à l'heure, des issues de vitrées, qui sont des sonnettes d'alarme pour nous dire que oui, le deuxième cristallin est aussi en train de se détacher. Et donc le diagnostic et la surveillance de la pression et de tous ces éléments-là sur le deuxième œil, pour moi, elle est fondamentale. Écoute, je pense qu'on a fait un grand tour en fait autour de cette pathologie qu'est le glaucome, qui est pas forcément simple, qui pour moi personnellement est des fois frustrante par des fois en fait le manque d'éducation des propriétaires, parce que malgré toutes les informations qu'on peut donner, et même aux vétérinaires référents, donc des fois ça peut être pas une impasse, mais effectivement ça peut être compliqué à gérer. Je tiens vraiment à te remercier beaucoup pour ta participation aujourd'hui avec nous. Je rappelle aux auditeurs que donc tu exerces à Chenôve, à la clinique vétérinaire des Ducs de Bourgogne. Donc si vous avez un animal dont vous avez écouté ce podcast et vous pensez qu'il peut être potentiellement atteint de glaucome ou d'une autre pathologie oculaire, vous pouvez retrouver le docteur Sophie Cognard dans sa clinique. Un grand merci, Sophie. Merci Bertrand, à bientôt. À bientôt. Aujourd'hui, on a vu avec Sophie Cognard que le glaucome n'est pas qu'une simple augmentation de pression, mais avant tout une neuropathie optique. Il atteint particulièrement le chien, mais peut affecter toutes les espèces soignées par les vétérinaires. Il existe différentes causes de glaucome, primaires surtout chez le chien, avec des races prédisposées, et secondaires chez toutes les espèces animales. C'est une maladie qui doit être prise en charge en urgence, dont les principaux signes d'appel sont la baisse de vision, la dilatation de la pupille, la rougeur de l'œil, une douleur au niveau oculaire, ainsi qu'un œdème de la cornée. Il faudra néanmoins confirmer sa suspicion en mesurant la pression de l'œil par tonométrie.
Le traitement sera établi selon que l'œil soit encore voyant ou non, et pourra faire appel à des traitements médicaux ou chirurgicaux permettant de rétablir une pression normale et assurer un confort à l'animal. Le diagnostic est souvent tardif par défaut d'information du propriétaire. Il est important de sensibiliser les possesseurs d'animaux à risque de l'existence de cette pathologie. On se retrouve au prochain épisode avec Arnold Lavaux pour parler cataracte, parce que les animaux aussi peuvent faire une cataracte. Pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes de l'Œil au Clébard, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pour aller encore plus loin, rendez-vous sur visionanimal.fr.